Nous sommes le 20 février. Aujourd'hui, on célèbre la journée de la justice sociale et on est en droit de se poser une question. Est-elle une réalité au Bénin? On en parle ce matin et on tentera également de répondre à cette question. Comment la faire avancer? Nos invités nous aideront à répondre à cette question cruciale. Ils sont trois sur ce plateau. Ramel Gandaro, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'ONG Changement Social Bénin. Juste à côté de vous, nous avons Bathilde Akpado Acharoué. Bonjour. Bonjour Madame Rachidat. Vous êtes assistante sociale, spécialiste en protection de l'enfant et en service au département de la famille, de l'enfant et de l'adolescent. Et vous êtes, on va le dire, le représentant, n'est-ce pas, du ministère des Affaires sociales et de la microfinance sur ce plateau. Un troisième invité, Koyo Alain, bonjour. Bonjour Madame Rachidat. Vous êtes, vous, secrétaire général COSI Bénin. Merci également de participer à ce débat. Alors, d'entrée de jeu, nous allons tenter de répondre à une question. C'est quoi la justice sociale? Madame Akpado Acharoué. Ok, merci bien Madame Rachidat. Bonjour aux téléspectateurs. La Journée mondiale de la justice sociale a été instituée par les Nations Unies depuis 2007 pour rappeler la nécessité de construire un monde beaucoup plus équitable et beaucoup plus juste pour toutes les communautés. Et si on doit définir la justice sociale, on dira que c'est un principe qui permet de rappeler l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains sans discrimination aucune de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. Et faire la promotion de cette justice sociale ne consiste pas seulement à augmenter les revenus ou à créer des emplois, mais c'est aussi la question des droits et de dignité des peuples. Très bien, très bien. Alors, Monsieur Gandaro, je vous vois hocher de la tête. En français simple, pour celui qui nous regarde, en français simple, en une phrase, c'est quoi la justice sociale? C'est vrai que c'est assez clair pour les intellectuels que nous sommes, mais en français simple, comment on pourrait définir la justice sociale? La justice sociale, en français simple, oui, mais sans paraphraser l'autorité pour tout ce qui a été si bien dit, bien explicité. C'est dans le contexte du Bénin, s'assurer que toutes les fois que nous décidons d'un service public d'impact social, que les personnes vulnérables pour qui le service est pensé, vulnérables du point de vue économique, vulnérables du point de vue physique, vulnérables du point de vue informationnel, que le service soit rapproché de ces personnes-là. Il ne suffirait tout simplement pas de définir l'accès aux droits suivant des principes égalitaires sans pour autant tenir compte des vulnérabilités et proportionnelles, c'est-à-dire à certaines formes de citoyens, à certaines formes de personnes ou relativement à notre diversité. Et donc, c'est s'assurer vraiment que de la décision à la mise en œuvre, qu'on a à cœur, qu'on a laissé personne de côté, pour rester sensible à la loi 2030, qu'on a laissé personne de côté, c'est-à-dire la prise en compte des différents niveaux de vulnérabilité des uns et des autres. Et donc, bouger de l'égalité vers l'équité pour être sûr d'avoir impacté en réalité les personnes pour qui on décide, les titulaires de droits en un mot. Et dans un contexte comme le Bénin, où nous avons des millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire, nous avons assez de ruraux, assez de rurales, qui appellent vraiment à ce qu'on rapproche du service public de leur et à leur niveau. Il faut vraiment que cette journée soit commémorée avec toute la délicatesse et l'intérêt que cela requiert. C'est en cela que je vous remercie d'avoir marqué un point d'arrêt ce matin sur cette journée qui nous est si chère, nous autres, Changement Social Bénin. D'accord. Mais pourquoi elle vous est si chère? Pourquoi la justice sociale est-elle si importante au point qu'on lui consacre une journée tout entière? Non, déjà, pour une organisation sociale Bénin qui travaille pour les droits humains, reconnue tant au niveau africain qu'au niveau onusien et qui porte l'agenda universel des droits humains, on ne peut pas quand même passer une telle journée sous silence. Notre vision à l'organisation sociale Bénin, c'est de travailler à ce que les gens aient accès à leurs droits sans discrimination aucune. Et tous les programmes que nous animons au sein de l'Organisation sociale Bénin sont structurés autour de cet agenda, de cette logique, c'est-à-dire être un acteur d'accompagnement de l'action publique, de sorte à s'assurer que de la bonne volonté politique et des moyens dégagés et qui relèvent aussi et qui reflètent aussi notre contribution collective à ce que la solidarité soit par rapport aux plus vulnérables, que l'effectivité donc soit, qu'on aille des résultats à l'impact. Et c'est d'ailleurs le credo de 2030. Très bien. Alors, Kojo Alain, une question. La justice sociale est-elle une réalité au Bénin?
Moi, je pense que, d'entrée, je salue les téléspectateurs. Ouais. Et je pense que la justice sociale, et pour nous, pour moi, je pense que la justice sociale, c'est avant tout en terre à terre. Et le fait d'assurer à chaque citoyen un minimum nécessaire. Le minimum nécessaire, bon, on peut concerner même des informations, les conditions de vie, le logement, l'ensemble de ce dont a besoin le citoyen lambda pour une vie digne. Et ceci dit, je pense qu'au Bénin, la justice sociale n'est pas... Bon, nous ne sommes pas à un niveau zéro, nous sommes à un niveau donné. Mais la justice sociale n'est pas encore une réalité parce qu'il y a il y a de la discrimination à certains niveaux et il y a un certain nombre de choses qui font qu'on peut douter de l'effectivité de la justice sociale dans notre pays. Parce qu'il suffit juste de jeter un coup d'œil dans certaines localités où on peut dire qu'il y a des populations qui continuent de manquer seulement de l'eau potable. Est-ce que dans un environnement comme celui-là, on peut dire que la justice sociale elle est effective? Non, comme je le disais, nous ne sommes pas à un niveau zéro. D'accord. Mais ce n'est pas encore l'équité parfaite. Très bien. Alors, Madame Akwado Achaoé, il a dit, nous ne sommes pas à un niveau zéro, des choses se font. Qui mieux que vous, n'est-ce pas, pour nous en parler ce matin? Ok, merci bien, Madame Rachida. Je remercie aussi le syndicaliste pour avoir reconnu qu'on n'est pas au niveau zéro. Les efforts entrepris par l'État déjà pour rapprocher les services, les prestations sociales des communautés les plus vulnérables sont à saluer. Depuis quelques années, on a essayé d'augmenter les guichets uniques de protection sociale, anciennement connus comme centres de promotion sociale, qui, dans les zones un peu plus enclavées, les communes à forte densité, sont aujourd'hui renforcées par les centres relais et les postes avancés de protection sociale. Dans l'offre des prestations, nous avons l'équité au niveau de ces guichets pour permettre à toute personne vulnérable, quelle que soit sa condition ou sa catégorie, avec les outils et les techniciens préparés, les professionnels, d'accompagner ces personnes, ces communautés vulnérables-là. Dans le domaine de l'éducation, l'État déjà a rendu gratuite l'enseignement, l'instruction au niveau du primaire, au niveau du secondaire. Le premier cycle pour les filles est complètement prise en charge par l'État et depuis quelques années aussi, on essaie d'évoluer progressivement vers le second cycle. Mais pour ces enfants-là, que ce soit garçons comme filles, qui ne sont pas bénéficiaires de cette mesure de gratuité, les guichets uniques de protection sociale offrent ce que nous appelons des exonérations scolaires pour permettre de maintenir les enfants vulnérables dans ce cursus scolaire qui est un droit de l'enfant. Quand nous prenons le volet de la santé, il y a les actions qui sont menées pour permettre à tout citoyen, quelle que soit sa condition, d'accéder aux soins de santé de qualité, notamment à travers le volet assurance maladie du projet H, où avec des cartes, les bénéficiaires peuvent avoir accès à un panier de soins qui est quand même assez vaste et assez large. Ça part de la consultation à des actes chirurgicaux, passant par l'accouchement, que ce soit par voie basse ou par césarienne, et plusieurs autres interventions. Quand nous quittons le volet de la santé, on prend le volet renforcement économique. Tous les citoyens n'ont pas la capacité d'accéder aux prêts bancaires, au système bancaire avec les conditions, les critères définis. Mais le ministère des Affaires sociales a mis en place le microcrédit à l'AFIA qui permet quand même de rapprocher ces prestations-là des couches vulnérables où les bonnes dames et aussi les hommes qui n'ont pas vraiment les capacités de s'offrir les systèmes bancaires ont accès à des crédits pour pouvoir renforcer leur activité. Au niveau des guichets uniques de protection sociale, les personnes vraiment démunies bénéficient de ce que nous appelons des appuis non remboursables, qui sont dénommés des secours temporaires, qu'on leur octroie suite à un processus qui est mis en place pour quand même définir ce qu'on peut faire pour aider la personne à sortir de sa précarité. Très bien.
il y a tellement de choses. Monsieur Gandaro, l'engagement du gouvernement à travers des politiques de protection sociale est manifeste quand on écoute Madame Akpado Acharoué, vous qui êtes un acteur de la société civile et qui observez si bien cette société dans laquelle nous vivons, comment vous appréciez cet engagement? Au fond, tout à l'heure, j'ai explicité que de la définition égalité des droits dans la loi et dans les actes réglementaires, il y a une marge quant à leur effectivité et leur impact sur le terrain. Et d'où le besoin d'adoption, d'approche et d'accès à ces services-là et avec une logique beaucoup plus équitable. Et je suis sûr que pour moi, c'est un contact que j'ai ce matin avec madame, et j'espère au-delà du plateau pouvoir approfondir mes échanges avec elle déjà en plaidoyer, parce qu'il y a beaucoup de situations sur lesquelles nous travaillons et où ces dames vont se demander, la dame dont la fille est violée se retrouve en procédure pénale, tribunal d'Aboumé venant de Tuy, et devant donc voyager la nuit et dormir au tribunal, devant le tribunal d'Aboumé. D'abord, c'est pour la question de savoir pourquoi je dois traverser Dassa et laisser le tribunal de Dassa, laisser le tribunal de Savalou pour me retrouver devant le tribunal d'Aboumé dans ces conditions de voyager la veille, se nourrir, le transport qui coûte très cher. Pas de centre d'accueil. Pourtant, vous avez parlé en réalité de GUPS. Le GUPS, c'est où pour ces gens-là en réalité? L'INF avait des avocats qui accompagnaient de temps à autre, mais de plus en plus, on ne les sent plus sur le terrain en réalité. Allez dans les juridictions, vous vous rendrez compte que même le mandat, la question sensible dont je parle, qui a fait objet de mesures légales depuis 2021, sur le terrain, ça souffre. Les gens souffrent vraiment de l'effectivité de ces mesures-là. Lorsque vous allez dans une localité comme Ouli, dans l'arrondissement de Pénésoulou à Bassila, l'enfant vous demandera en réalité où est l'État. Il n'y a pas d'accès à l'éducation, il n'y a pas... Voilà. Et ça, c'est les zones frontalières avec le Togo, ça. Vous n'avez pas d'accès. Vous savez, la question d'effectivité des droits. Lorsque vous avez des dames qui viennent se plaindre dans les GUPS, actuellement, nous avons des missions sur le terrain par rapport aux GUPS, justement. Nous allons revenir à vous et c'est en discussion plus approfondie en termes d'accompagnement. Les gens se demandent en réalité où sont les moyens donnés aux GUPS pour travailler. C'est un autre défi. Il y a, vous le savez très bien, des initiatives de coopérants bilatéraux, des ONG qui vous accompagnent par rapport aux GUPS relativement à leur cahier de charge. Mais nous voudrions beaucoup plus que, de façon plus responsable, que la République se donne les moyens vraiment de faire fonctionner ces GUPS-là. De l'énoncer de tout ce que vous avez exposé au bon fonctionnement des GUPS avec les moyens qu'il faut à disposition. Vous le savez, je le sais, il y a une marge. Et le rappeler ce jour, c'est davantage être en plaidoyer pour que les moyens soient renforcés au niveau de ces extensions opérationnelles de l'État, tant au niveau déconcentré qu'au niveau décentralisé. Vous savez, pour accéder aux droits en République, il faut être un sujet de droit. Il faut déjà être, il faut que votre être et vos avoirs soient confirmés. Et pour qu'ils soient confirmés, et là je vais parler des services de l'ANIP, au niveau donc, c'est-à-dire des mairies, c'est la croix et la bannière. Vous allez dans certaines localités où il faut laisser le champ, il faut laisser ses activités commerciales, et c'est vraiment périlleux déjà l'accès physique aux services où on doit aller confirmer en fait, c'est-à-dire selon les faits de la vie, selon les éléments de la vie, son être et ses avoirs. Les services judiciaires et extrajudiciaires qui sont aussi des services qui accompagnent tout ce que nous venons de dire. Et vous allez dans un département comme la Takora, on n'avait qu'un seul tribunal, à Natitengu. Et demander le parcours de combattant à la citoyenne et aux citoyens qui doivent quitter certaines communes de la Takora, Wassapéonko et consorts pour aller voir confirmer son être ou ses avoirs suivant acte à Natitengu. C'est un parcours de combattant. Ces gens se posent des questions de savoir la République elle est où pour nous. C'est ça la question de fond par exemple de justice sociale. Alors, donc nous n'avons point de doute encore une fois sur la volonté politique, la volonté est là, sur les instances, sur les moyens dégagés. Ouais. Mais après, il faut tout un débat, il faut discuter vraiment, c'est-à-dire de l'approche opérationnelle, de la méthode d'intervention publique, et des moyens et des outils que l'État se donne pour vraiment, c'est-à-dire être dans l'impact et pour coller avec l'agenda 2030. Très bien. On revient à vous dans un instant. On va permettre à Kodio Hélène également d'apprécier ce qui se fait actuellement en matière de justice sociale par le gouvernement.
Merci, Mme Rachidat. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ma concitoyenne qui est au ministère des Affaires sociales. Je pense que entre ce qui est défini par l'État et ce qui s'observe réellement sur le terrain, il y a un gap. Parce que elle parlait tout à l'heure du projet H, dans le secteur de la santé où il y a des soins qui sont pris en charge et puis des soins de qualité. Bon, elle a bien précisé des soins de qualité et pris en charge. Je me demande quelle est la proportion de Béninois qui jouissant de ce dont elle parle. Je me demande vraiment quelle est la proportion. Puisque c'est une question à laquelle... Oui, puisqu'en fait, c'est un sujet qui a fait plusieurs fois objet d'échanges avec même les ministres au niveau de notre commission de négociation et de concertation, où franchement les choses ne sont pas suffisamment claires. Lorsque un accidenté arrive, qu'est-ce qu'on fait de lui? Lorsque quelqu'un souffre du palu, il arrive, on fait quoi de lui en attendant que peut-être ses parents n'arrivent, ou même s'il n'a rien du tout, on fait quoi de lui? Allons à la réalité. Et moi, je souhaiterais que le ministère des Affaires sociales puisse peut-être vous faire intervenir en tant que journaliste dans les centres de santé pour aller constater la réalité, qui n'est pas toujours ce qui est là. Ensuite, dans le secteur de l'éducation, je crois depuis les années 90, l'enseignement primaire était déjà gratuit pour une tranche et progressivement c'est devenu totalement gratuit. Bon, ne serait-ce que les frais de scolarité. Ces derniers temps, il y a un peu les intrants pédagogiques qui s'ajoutent. Mais à l'enseignement secondaire, les filles sont exonérées des frais de scolarité au premier cycle. Au second cycle, je crois qu'il y a quelques communes pilotes. Sinon, dans la grande majorité, c'est que, bon, certaines sont obligées d'abandonner à cause des frais. Parce qu'on leur renvoie la fille tout le temps. C'est elle qu'on vient renvoyer, on sort des classes pour non-paiement de scolarité. Donc, découragée, elle abandonne. Mais les garçons, il y en a aussi des fois de plus vulnérables que les filles. Hein. En règle générale, c'est les filles qui sont vulnérables. Mais il y a aussi dans certaines localités des garçons qui sont extrêmement vulnérables, démunis. Mais est-ce que, en disant gratuité pour les filles, ça fait déjà plus de 10 ans que nous avons commencé ça. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire le point et de nous assurer que il faut que garçons et filles soient traités de façon équitable. Ne serait-ce que dans nos collèges. Et je pense que ce n'est pas fini. Je vais à l'électricité, à l'eau, un certain nombre de choses. Je me dis, nous avons du chemin. Bien que je reconnaisse que quelque chose est déjà fait. Madame Akwado Achaoué, beaucoup de questions de la part de vos co-invités. Monsieur Gandaro avait quelque chose à préciser rapidement avant que... Juste faire comprendre que aussi sur la question de la santé, nous avons essayé d'être sur le terrain en monitoring du recensement des pauvres et extrêmes pauvres éligibles, donc suivant le cadre biométrique à ces services-là. Il faut aller sur le terrain, dans les centres de santé, vérifier si les centres de santé vraiment et dispose de quoi répondre donc des sollicitations de services. Et les bénéficiaires pour les remontées de données que nous avons, certes en fait parfois à une indifférence en fait des centres de santé qui devraient répondre en fait de ce qu'on leur a annoncé être suffisamment disponible et gratuit. Et les arguments qui sont avancés, encore une fois, on n'a pas le temps ici pour en discuter. Donc ça c'est des réalités. Et par rapport justement à l'éducation pour aller plus loin, moi je dirais même par rapport au manuel que ça pose problème. Les manuels, les manuels, la logistique, c'est-à-dire les intrants didactiques et les ressources humaines aussi en réalité. C'est-à-dire, lorsque vous allez sur le terrain, vraiment, vous vous rendez compte que oui, il y a des énoncés de principes, il y a des moyens qui sont dégagés, mais encore faudrait-il avoir un espace de redevabilité. La question que moi je vais peut-être poser à Madame ministère des Affaires sociales, c'est est-ce que vous avez des espaces de discussion avec des, où les gens rendent compte avec des porteurs de cause que nous sommes, pour que nous puissions en fait vous relayer systématiquement les difficultés opérationnelles de ceux dont vous êtes responsables. Nous n'avons pas l'impression d'avoir des espaces de dialogue et d'échange avec vous pour vraiment vous voir améliorer, parce que de la bonne foi on ne discute plus.
Mais après, c'est comment ensemble nous allons en fait relever les personnes qui ont des dignités en fait. Madame Akpado, oui, vous les avez entendues. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes sur ce plateau. Des choses se font. Les deux invités ne le nient pas du tout, mais il y a que par endroit il y a des insuffisances. Je suis assez contente que mes deux co-débatteurs aient relevé ces niveaux. C'est ça qui d'ailleurs qui prouve qu'ils sont aussi sur le terrain et qu'ils suivent la mise en œuvre des différentes actions dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand je reprends le domaine de l'éducation tel que le syndicaliste l'a dit, c'est vrai que pendant longtemps on a commencé, mais actuellement on n'est plus vraiment au niveau où on en était. La question des matériels pédagogiques, des intrants didactiques, on a essayé d'évoluer là-dessus, que ce soit au niveau des dotations dans les institutions, mais aussi au niveau des apprenants. Parce qu'avec le projet Souhait depuis 2020, le ministère des Affaires sociales fait quand même un effort pour maintenir les enfants dans ce système scolaire. Et c'est justement parce qu'on a reconnu qu'il y a des garçons qui sont parfois plus vulnérables que les filles, que les mesures d'exonération scolaire ont été mises en place pour permettre justement à ces garçons qui ne sont pas immédiatement pris en compte par les mesures dédiées aux filles de pouvoir bénéficier de ces mesures d'exonération scolaire et continuer à aller à l'école. Quand on prend le projet SOUED, c'est des kits scolaires à plus de 500 000 filles, que ce soit dans le primaire que le secondaire. Au-delà des kits scolaires, il y a des transferts monétaires qui ont été faits à ces filles-là pour assurer le petit déjeuner, les frais de photocopie. C'est des kits d'hygiène menstruelle qui ont été donnés à ces filles. Et pour les filles qui ont eu des penchants pour l'enseignement technique ou la formation technique, c'est aussi des bourses qui ont été octroyées, que ce soit au niveau des lycées qu'au niveau des universités. Quand je reviens au domaine de la santé, tel que M. Ganaho l'a stipulé tout à l'heure, c'est vrai, à un moment donné, nous avons eu des retours selon lesquels, au niveau des centres de santé, le matériel mis à disposition n'était pas fonctionnel, mais les moyens ont rapidement été trouvés pour essayer de contourner ce dispositif. Et depuis des années déjà, on a mis en place des dispositifs d'identification des cartes biométriques, même de façon manuelle. Quand le dispositif TACA, c'est le lecteur biométrique qui est dénommé TACA, n'est pas fonctionnel dans certains centres, le personnel de santé est formé pour identifier justement les bénéficiaires de ces cartes que nous appelons les privilégiés de l'État. C'est les privilégiés de l'État qui, avec leur carte biométrique, avec un lecteur, peuvent bénéficier de ces soins-là. Mais quelle est la proportion de ceux qui aujourd'hui sont détenteurs de ces cartes biométriques? Le point, je ne pourrais pas le dire aujourd'hui sur ce plateau, parce qu'actuellement, nous sommes à la phase d'extension avec le programme de filets sociaux dénommé Gbesoke, où le registre social unique est en train d'être renforcé pour pouvoir toiletter un peu, parce que l'état de vulnérabilité n'est pas une condition statique. Quelqu'un qui était vulnérable il y a 4 ans, il y a 5 ans, avec les actions d'accompagnement, peut sortir de la vulnérabilité. Donc, il faut aussi actualiser ce registre, sortir ceux qui ne l'étaient pas. Et si, entre-temps, d'autres qui n'étaient pas vulnérables par des faits de la vie se retrouvent aujourd'hui dans une vulnérabilité, pouvoir les intégrer aussi. J'étais aussi assez satisfaite que M. Ganaho ait relevé le problème d'état civil, parce que la double fonction de ces cartes biométriques non seulement permettent aux bénéficiaires, aux privilégiés de l'État d'avoir accès aux soins de santé, mais aussi ça leur sert dans la vie courante comme pièce d'état civil, ce qui coûte extrêmement cher à le faire pour tout le citoyen lambda. Si on doit faire la carte biométrique, c'est en moyenne 6 000 francs, mais pour ces privilégiés de l'État, l'État le leur met à disposition gratuitement. Il y a plusieurs aspects sur lesquels nous essayons d'évoluer quand on prend le domaine de l'inclusion. Il y a les mesures préférentielles que le ministère des Affaires sociales a mis en place pour les personnes handicapées. On s'est battu pour avoir les décrets d'application de la loi 2017-06 du 29 septembre portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Et avec ces décrets d'application, les personnes handicapées aujourd'hui ont un quota sur tout ce qui est concours de recrutement à la fonction publique. Et déjà les derniers concours du ministère des Finances, le concours au profit du ministère de la Justice, il y en a eu qui ont déjà été recrutés.
Les établissements qui doivent bénéficier d'accompagnement, d'exonération, les établissements inclusifs, le processus a évolué et il y a déjà 144 qui ont été sélectionnés pour bénéficier de l'appui. Il y a le projet mis en place pour les enfants autistes, parce qu'on a constaté que c'est de nouvelles thématiques qui en temps n'étaient vraiment pas questionnées dans notre pays. Mais actuellement, le ministère a mis en place ce projet qui accompagne déjà des enfants pour leur intégration, leur scolarisation. Quand on prend aussi les étudiants handicapés, en dehors des bourses et secours universitaires, ceux qui ne sont pas bénéficiaires de ces mesures ont quand même une allocation que l'État leur met à disposition, qu'on a commencé depuis quelques années. Donc, il y a quand même assez de choses qu'on a commencé. Et le dialogue social que réclame M. Gandaro. Un espace où on échange, où on écoute les acteurs de la société civile. Ce dialogue n'est pas rompu, ce dialogue est là, est permanent. C'est peut-être l'ONG Changement Social qui ne se retrouve pas dedans. Et comme il l'a dit, quand on va finir le plateau, on va quand même poursuivre les échanges parce qu'il y a cette plateforme-là. Et au-delà de ça, le ministère des Affaires sociales a un volet que nous dénommons partenariat avec les ONG qui interviennent dans le domaine social. Et dès qu'ensemble on va échanger, on va mettre en place ce système-là. Monsieur Gandaro. Oui, justement, sur les personnes handicapées, je voudrais vraiment qu'il soit noté en ce jour symbolique que ces personnes ont aussi besoin en fait, d'être suffisamment prises en considération quand ils rentrent dans la chaîne pénale. Les lieux de garde à vue et d'incarcération ne sont pas des lieux prédisposés en fait, à tenir compte de leur niveau d'handicap et de leur situation d'handicapé, des personnes handicapées. L'autre chose aussi, processus électoraux, et là aussi, ce n'est pas des personnes prises en considération à travers la loi et les outils électoraux et pour une pleine participation et une pleine autonomisation de leur participation au processus électoraux. Juste ajuster 2 points là sur les efforts déjà énumérés par la personne handicapée pour espérer qu'elles sont plus holistiques et justice sociale leur soit rendue. Vous avez eu en gros des réponses à vos questions à travers les réponses de Mme Gandaro, n'est-ce pas? Madame Akpado. Madame Akpado, pardon. Rassurez-vous, on va pas célébrer un mariage sur ce plateau. Oui. Non, je pense que de la prédisposition à une interaction porteur de responsabilité, porteur de cause, et j'espère que nous allons au-delà du plateau poursuivre les interactions parce qu'il y a beaucoup à faire, à dire et à faire ensemble relativement aux enjeux de cette journée. Encore une fois, moi, je vous remercie pour l'intérêt et ce point d'arrêt matinal. Pensez-vous que le Bénin a fait des progrès vers l'égalité des genres? Quels sont les points positifs? Et que reste-t-il à faire? C'est la question du jour. Et vous êtes nombreux à avoir répondu à cette question sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter également. WhatsApp, nous allons recevoir Nadège Sani, M. Kodirelin. Vous allez permettre très rapidement à Nadège, d'accord, de prendre votre siège et de nous relayer les différents avis de nos internautes. On vous retrouve tout à l'heure, Monsieur Gandaro. Alors bonjour Nadège Sani. Bonjour à vous Rachida. Comment ça va? Bonjour à tous. Je me porte très bien. Alors, qu'ont-ils dit nos amis? Ok, on démarre par Koumassa Maurice qui nous dit « La question relative à l'égalité des genres est une manipulation occidentale délocalisée sur le continent africain pour distraire. Sinon, au Bénin, il n'est jamais interdit à une femme d'accéder à des fonctions politico-administratives. Sur la question, j'invite les femmes à mériter leur place dans notre société et non attendre des opportunités qui demandent de moindres efforts. Josué Lissa nous estime que notre pays a fait des progrès vers l'égalité des genres avec des avancées législatives, un meilleur accès à l'éducation pour les filles et une représentation politique accrue des femmes. En revanche, des défis subsistent. Améliorer la protection des victimes de violences et garantir l'égalité d'accès à l'emploi. Pour Nassis Bankolé, l'égalité des genres n'est que sur le papier et le Bénin est très loin d'amorcer un quelconque progrès. Kazmi Célis pense qu'on peut parler d'équité mais pas
d'égalité. Le genre féminin ne peut jamais être égal au genre masculin. Laissons les Occidentaux dans leurs histoires démoniaques, dit-il. Mais Tonou Piclaver préfère que l'on parle de droits humains que d'égalité. Ce n'est pas par une loi égalitaire que la femme peut forcément penser à faire la même chose que l'homme. Seul le travail peut le faire. Une imposition du droit à l'éducation et à l'apprentissage des filles règle tout à son avis. Et on finit par Camille Toro pour nous dire « Oh, vraiment, demain, il y a un déchargement de ciment. Un camion complet. Égalité de la jante féminine, un désordre à l'occidental. » Carrément. Merci Nadège Sani. Merci à vous, Rachidat. On va vous retrouver demain, n'est-ce pas? Toujours sur le forum de discussion. Et on poursuit les échanges ici. Cette année notamment, Madame Apado, cette année, la communauté internationale a décidé de mener les réflexions autour du genre, n'est-ce pas, justice sociale et genre. Vous avez entendu les différents avis de nos internautes. Par moments, je vous voyais sourire, hocher de la tête. Que pensez-vous des appréciations de nos internautes? Déjà, je remercie tous ceux qui ont intervenu. Ça prouve aussi de la liberté d'expression. Oui. Mais tel que la majorité l'a relaté, la prise en compte, l'inclusion du genre peine encore à prendre malgré les différents efforts de sensibilisation au niveau communautaire. Mais déjà, ce qui est à saluer, c'est que tous ont reconnu la question des droits humains. Parce que l'inclusion du genre passe aussi par la reconnaissance des droits de la femme, quel que soit son niveau de vulnérabilité ou son niveau d'instruction, lui octroyer ce droit-là de participer à la construction de la société. Et quand nous sommes tous d'accord que la femme a sa place dans ce système, c'est lui faciliter l'accès aux différents services, l'accès aux différentes instances pour qu'elle puisse quand même apporter sa pierre à l'édifice. D'accord. Alors, l'objectif de l'État béninois est qu'à l'horizon 2033, la population béninoise, notamment les couches sociales les plus vulnérables, deviennent résilientes face aux chocs socio-économiques, climatiques, sécuritaires ou aux catastrophes et participent, je lis bien, participent efficacement au processus inclusif de développement durable. Oui. Alors, qu'est-ce qui est fait? 2033, c'est déjà demain. C'est pas si loin que ça. C'est déjà la porte à côté. Voilà, c'est déjà la porte à côté. Oui. Madame Apado, qu'est-ce qui est fait globalement pour qu'à cet horizon-là, on puisse se laver les mains et se dire, on a fait du chemin, on a réussi? Beaucoup de choses se font. Beaucoup de choses se font et continuent de se faire. Les différents chantiers énumérés, on a les plans d'action pour pouvoir poursuivre, mais il y a aussi, comme je l'avais commencé tout à l'heure avant l'arrivée de Madame... C'est Madame Nadège? Oui, voilà. Madame Nadège Sani. Oui. Voilà. Il y a le programme de filets sociaux qui actuellement permet d'étendre tout ce qui est action d'accompagnement, action de prise en charge pour pouvoir permettre aux communes vraiment vulnérables, les couches les plus défavorisées, de sortir de la précarité. Donc, il y a tout ce qui est injection dedans, mais il y a aussi tout ce qui est volet formation, tout ce qui est renforcement de compétences pour permettre que ce soit aux femmes, aux enfants, aux personnes handicapées, quel que soit le degré de vulnérabilité, de pouvoir se retrouver au niveau de l'échiquier national et participer aux actions. Très bien. Alors, Kodjo, vous l'avez dit, et on est unanime sur ce plateau que nous ne sommes pas à un point zéro. Comment faire davantage progresser la justice sociale au Bénin? Comment on l'améliore? Oui, je pense que pour améliorer un peu toutes les prestations et tous les projets que le gouvernement de notre pays a mis en place, je crois qu'il faut travailler sur le capital humain. Le capital humain, je prends par exemple dans le système sanitaire. Lorsque les personnes détentrices des cartes qui montrent qu'ils sont pauvres ou extrêmes pauvres et doivent être pris en compte
On les appelle les privilégiés de les l'État. privilégiés, voilà. D'accord. Lorsqu'il faut travailler sur les agents de santé pour qu'ils comprennent que ce n'est pas parce que quelqu'un est identifié comme privilégié de la République et qu'il faut le tourner, le négliger lorsqu'il vient dans un centre de santé. C'est aussi de ça qu'il s'agit. Parce que lorsqu'elle parlait, je souriais parce que moi, je suis agent de l'État, je suis détenteur de la prise en charge de l'État. Oui. Et des fois, ce n'est pas toujours facile à utiliser. Bien que l'agent de santé sache que je suis un agent de l'État comme lui, et des fois, on a tendance à vous dire, vous voilà qui profitez des choses. Et donc, il faut travailler sur le capital humain et sur les agents de santé pour qu'ils puissent comprendre que nous sommes agents de l'État au service des autres. Et au service des autres, c'est sans distinction aucune. D'accord. Autre chose, lorsque nous prenons les GUF, il y en a, c'est vrai. Mais il y a plein de citoyens qui ne savent même pas qu'ils peuvent aller se faire servir à ce niveau. Il faut communiquer, il faut partager l'information, il faut descendre dans les hameaux. Autre chose, l'eau, l'électricité. Je ne vais pas me prononcer sur microcrédit. Puis c'est des choses qui sont déjà mises en place, mais leur impact dans la société, ça va jusqu'à quel niveau? Je peux dire, avant de donner le microcrédit, est-ce qu'il ne serait pas mieux de donner une petite formation même aux gens? Puisque, excusez, il y a des femmes qui prennent ça pour aller gérer les caprices de leurs époux. Dans les milieux reculés, l'époux a peut-être 4 ou 5 femmes ou plus, il ne donne rien, puis la femme a eu la chance de bénéficier de microcrédit. Elle peut être tentée de... Est-ce qu'il n'y a même pas à donner une petite formation de base aux gens avant de leur donner l'argent? D'accord. L'alphabétisation, ça fait aussi partie des besoins de la population. Il y a plein de gens qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui sont d'une manière ou d'une autre, de ce fait, exclus de certaines choses de la... Très bien. Est-ce qu'il ne faut pas étendre jusqu'à ce niveau? C'est quelques idées que je jette comme ça pour voir dans quelle mesure le ministère des Affaires sociales peut améliorer ses prestations à partir de ces quelques idées. Et comme vous pouvez le voir, Madame Akpado Acharo est très assidue, elle note bien. Monsieur Gandaro, comment on fait pour davantage renforcer la protection sociale? Cette année-ci, la communauté internationale a pensé qu'il faudrait surmonter les obstacles et libérer les opportunités pour une justice sociale. C'est sous ce prisme-là que la question est abordée cette année-ci. Et parlant d'obstacles, il faut vraiment tenir compte, encore une fois, des difficultés d'accès physique, des difficultés d'accès à l'information, et déjà du niveau de vulnérabilité, c'est-à-dire économique. Et l'autre question, l'autre obstacle qui ne devrait pas être mais qui est lié aux ressources humaines, à la dotation en ressources humaines qui rendent disponibles en fait les services publics, c'est justement ce que monsieur tout à l'heure relevait, l'état d'âme, l'état d'esprit des préposés de services publics. Croyez-moi, c'est tout un défi. C'est tout un défi. Les gens ne comprennent pas en réalité que du privilège qu'ils ont à porter le service public pour donner corps et vie à notre solidarité collective à travers nos contributions, c'est-à-dire à l'assiette fiscale. Ils ne comprennent pas la délicatesse qu'il y a dans ce portage de responsabilité au niveau infra et de tout ce que vous nous exposez comme mesures prises. Et c'est là qu'il nous faut un espace de discussion et de dialogue. Vous insistez là-dessus. Vous n'avez pas Madame Akpado a dit qu'il y a des espaces. Vous n'avez pas idée du gap, c'est-à-dire la pratique de tout ce que vous avez fini d'élaborer, de mettre en route. La pratique sur le terrain n'a rien à voir. Trahit tout. La réalité est souvent... Ça trahit tout. Et c'est la remontée de perception et le dialogue amélioratif. Nous n'avons pas besoin en réalité que des sanctions radicales soient prises contre les proposés de services publics. Genre qu'on radie, qu'on fait ci, qu'on fasse ci. Nous voulons juste qu'on définisse des outils, des éléments d'interaction. Vous savez, nous, en droit de l'homme, nous disons souvent qu'un droit social
qui n'est pas objet de réclamation. Un droit social dont la réclamation, le recours n'est pas garanti est un droit mort-né. Lorsque le titulaire de droit n'est pas armé, n'est pas outillé pour avoir des espaces de réclamation, de dialogue, si les porteurs de cause qui répondent aux titulaires de droit ne sont pas en situation en réalité de mettre une pression positive sur ceux qui vous représentent dans des endroits où vous n'avez certainement pas la vue depuis Cotonou, c'est-à-dire vous aurez exposé le droit. Quoique l'ayant, c'est-à-dire liquidé, quoique l'ayant rendu disponible, vous aurez vraiment, c'est-à-dire exposé le droit. Et ça, c'est pourquoi justement ces obstacles-là, encore une fois, je reste dans la logique, c'est-à-dire du thème de cette année, il faut qu'on puisse surmonter les obstacles. Parce que tout ce que vous avez exposé sont des opportunités, mais qui sont enchaînées. Enchaînées par ces obstacles-là. Et il faut qu'on puisse surmonter les obstacles pour libérer toutes ces bonnes opportunités afin que la justice sociale soit. Très bien. Le temps, il passe très vite. Nous sommes déjà à la fin de ce débat. Madame Akpado, on va vous donner la possibilité de faire un récap et de donner des réponses. Quelques éléments de réponse. Oui. Déjà, par rapport aux préoccupations de M. Kodjo, les microcrédits ne sont pratiquement jamais mis en place sans en amont l'éducation financière. C'est des modules qui ont vraiment été élaborés et ces éducations financières sont faites soit en collaboration avec les guichets uniques de protection sociale par les SFD, les structures financières de microcrédit qui mettent décentralisées, qui mettent en place. Donc, ils ont l'obligation de faire la formation en éducation financière aux bénéficiaires, mais après la mise en place du microcrédit, il y a un suivi. Il y a un suivi pour s'assurer effectivement que ça sert à ce à quoi c'est destiné. Parce que la personne ne va pas rester tout le temps dans la posture de demander. On veut quitter l'assistanat pour l'autonomisation. En matière de rapprocher les prestations des guichets uniques des communautés vraiment les plus vulnérables, j'en ai parlé à l'entame, mais nous organisons, les guichets uniques de protection sociale organisent aussi ce que nous appelons des stratégies avancées qui leur permettent de faire des consultations sociales dans les communautés même. Donc on n'attend pas forcément que l'usager se déplace vers le centre social. Au niveau des centres de santé... Ces guichets ont besoin de moyens. Ces guichets ont besoin de moyens. Ces guichets ont besoin de moyens et nous en sommes conscients. Oui, renforcer leurs moyens. Monsieur Gandaro, vous serez d'accord avec moi qu'il y a quelques années en arrière, les guichets uniques de protection sociale, anciennement appelés centres de promotion sociale, n'ont pas le même personnel qu'aujourd'hui et même le budget a été augmenté. Le budget des CPS a connu une augmentation, mais nous sommes d'accord que pour l'instant, on ne prend pas vraiment en compte tout ce qu'il faut, mais c'est progressivement qu'on évolue. Et c'est mis en place quand au cours de l'année? C'est progressivement qu'on évolue. Le social commence en janvier, finit en décembre. C'est mis en place quand au cours de l'année? C'est progressivement qu'on évolue. Je sais, vous me comprenez aussi que nous faisons beaucoup d'efforts d'amélioration. Voilà. Pour les questions d'accueil au niveau du service public, le gouvernement s'évertue quand même à mettre en place différents mécanismes de plainte pour permettre à tout citoyen lambda de pouvoir remonter ces difficultés-là. Au niveau des centres de santé, il y a même des points focaux qui ont été mis en place après formation de tout le personnel sur l'accueil justement de ces privilégiés de l'État. Au départ, c'était pauvre extrême, mais nous, on le trouvait péjoratif parce que la vulnérabilité, personne ne choisit de rester dans la précarité. D'accord. Très bien. Merci à vous. C'est un débat, en tout cas, très enrichissant. Monsieur Gandaro, votre espace, vous l'aurez. En tout cas, Madame Akpado est là. Les échanges se poursuivront et vous verrez dans quelle mesure il faut mettre tout cela en œuvre. On est d'accord, en tout cas, sur ce plateau, que beaucoup de choses se font. Vous demandez juste à ce qu'il y ait des interactions, qu'il y ait des moments d'échange, des plateformes d'échange pour que les réalités que vous voyez sur le terrain soient reversées, n'est-ce pas, à l'autorité pour que les résultats attendus, n'est-ce pas, soient vraiment constatés effectifs. Merci à vous, Monsieur Kodjo Relin, merci. Ramel Gandaro, merci. Je ne dirais pas Madame Gandaro, mais Madame Akpado. Merci d'être passée sur le plateau.